Alors la question qui m'est posée, c'est qu'aujourd'hui, le réseau des centres sociaux parle en termes de pouvoir d'agir. Est-ce que ce n'est pas une formulation qui est assez radicale? Et est-ce que dans l'histoire des centres sociaux, les centres sociaux ont su, ou pu, ou voulu avoir aussi des changements de pratiques importants dans leur histoire, dans leur façon d'intervenir? Alors voilà, je vais vous apporter deux flashs là-dessus. Donc, on peut peut-être considérer qu'au niveau du langage, passer de celui qu'on a tenu au congrès de Strasbourg, les habitants prennent l'initiative, au langage qu'on a utilisé pour le congrès de Lyon, le pouvoir d'agir des habitants, on est tout de même sur une formulation plus vive, qui semble plus radicale. Mais néanmoins, on en reste au niveau des discours. Ce qu'il faut pouvoir examiner au travers de l'histoire, ce n'est pas simplement l'évolution des discours, mais aussi les évolutions pratiques. Donc, pour ma part, j'ai essayé de repérer dans la longue histoire des centres sociaux, que vous savez plus que séculaire, deux moments où fondateurs qui ont fait basculer les pratiques. Donc je ne vais pas vous décrire tout en chronologie un siècle d'histoire des centres sociaux. Je prends au début, lorsque les centres sociaux s'appelaient maisons sociales, dans les années 1900-1910. Les initiatrices du projet centre social font un choix radical. Ils décident, alors que c'était le modèle établi, généralisé, bon, en l'absence aussi d'un État intervenant en la matière, le modèle établi, généralisé, pratiqué souvent par les classes supérieures, c'était de la charité. Il s'agissait d'aider les gens dans leur pauvreté, à les secourir, mais on est ému essentiellement par la compassion. Nos fondatrices des centres sociaux ont dit, nous, on ne fait plus de charité. Nous baserons notre relation à la population ouvrière, mis en situation de misère par les conditions de travail, l'instabilité, la faiblesse des revenus et les charges familiales. Nous, notre relation, on la bâtira sur la reconnaissance de la dignité du travailleur, malgré ses comportements qui, du point de vue de la bonne société, étaient répréhensibles. Nous prenons en considération leur existence parce que ce sont des hommes, des femmes, des enfants, et nous n'avons pas l'intention de les moraliser et de leur apprendre. Il s'agit donc, sur cette base-là, eh bien, d'établir une relation directe et pas simplement superstructurelle avec la population. Eh bien, nous viendrons habiter dans leur quartier. Nous établirons des relations de personne à personne et nous verrons bien ce que nous pourrons faire ensemble dès l'instant qu'on aura pu établir une reconnaissance mutuelle. Moi, je suis la fille d'un noble. Moi, je suis la fille d'un général. Moi, bon, mais néanmoins, avec ma différence, je respecte ce que vous êtes et je vous demande, je souhaite que vous puissiez respecter ce que je suis. Mais ensemble, à partir de la base de la reconnaissance mutuelle, nous pourrons agir sur les problèmes que vous pouvez avoir. C'est ainsi que, petit à petit, se montent des actions parce qu'elles sont bâties sur une reconnaissance mutuelle. Et là, bon, d'encourager la relation, les actions sur base de mutuelles, de coopératives, de syndicats, dans les domaines de la santé, de l'éducation, des loisirs. Voilà. Donc, j'ai avec moi 2 ou 3 belles citations qui renvoient à cette époque. J'en suis où? 5 minutes. Ça marche. Alors,
je voulais insister sur le fait que ces fondatrices, ces maisons sociales, ces premiers centres sociaux fonctionnaient dans la reconnaissance de la liberté de l'autre. Il ne s'agissait pas d'arriver avec un programme préétabli. Il ne s'agissait pas d'inculquer des connaissances établies, mais bien de faire avec. Une phrase de Marie-Jeanne Bassot en 1927 qui donc souligne une attitude nouvelle et qui se prolonge: la politique des résidentes, ne pas tout apporter par eux-mêmes, mais éveiller les désirs, aiguillonner les volontés, susciter les enthousiasmes, en un mot, apprendre, à vouloir, à agir, à juger. 1927. Voilà, donc les maisons sociales, eh bien, en quelques années, se sont multipliées dans les faubourgs ouvriers, mais catastrophe, en 1909, elles ont dû fermer brutalement. Les circonstances de cette fermeture, eh ben, c'est une autre histoire. Si vous êtes curieux, on pourra en reparler. Maintenant, deuxième période, où est-ce que j'ai mis mes papiers, voilà. Pression du chronomètre. La deuxième période, eh bien, c'est dans les années 60. Très bien. Voilà, oui, j'ai fait un saut. Eh bien, à l'époque, le constat, c'est que les centres sociaux sont devenus de véritables petites administrations locales, distribuant des prestations de services, assurant des consultations, assurant des permanences sociales, des services sanitaires. Et voilà que se présente le congrès de Lyon, celui de 1969. Henri Théry, vice-président de la Fédération nationale, interpelle vertement les congressistes avec la question suivante: le centre social est-il seulement un supermarché des prestations sociales et culturelles? Le centre social est-il seulement un prolongement de l'habitat ou est-il au contraire un creuset de la cité? Alors, stimulé par des mouvements de revendication résidentielle et aussi par les fonctionnaires, les centres sociaux choisissent de changer de posture pour devenir point d'appui pour les forces vives du territoire. Et alors, au congrès suivant celui de Marseille en 1972, Henri Théry, devenu président, définit clairement la nouvelle posture. Il ne s'agit pas seulement de guérir ou de prévenir des maux. Il faut promouvoir un plus et un mieux en permettant aux individus et aux groupes de se promouvoir eux-mêmes, de se prendre en charge le plus possible, de s'insérer activement dans la société, d'y affirmer ce qu'ils ont d'original, donc d'y conquérir ou d'y défendre leur identité, d'y prendre des responsabilités. Alors, vous voyez, entre prestation de service et puis soutien à l'initiative des gens, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, derrière ça, le résultat, c'est l'obtention de la prestation de service d'animation globale qui s'adresse à une population. Et puis, la fédération elle-même, et clin d'œil sur notre travail actuel sur le projet fédéral, la fédération nationale révise ses statuts pour constituer dans le conseil d'administration 3 collèges: le collège des notables, c'est pas comme ça qu'ils l'ont appelé, hein. Le collège des salariés, forte revendication à l'époque, un des premiers salariés dans les centres sociaux, d'être reconnus pour tout le travail qu'ils font, et surtout un collège des représentants des habitants, des usagers, organisés souvent en association, qui était le fer de lance justement des initiatives locales que le centre social devait accompagner. Donc ce positionnement par rapport à une société dynamique, au moment
où, eh bien, maintenant la question se pose. Tout ça était possible, se faisait dans le cadre d'une société dite en mouvement, en progrès social. Comment les centres sociaux se sont comportés à partir de cette fameuse crise économique ou ces métamorphoses dont on nous donne de le voir, eh bien, savoir comment les centres sociaux se comportent dans un tel contexte, c'est une autre histoire, et c'est l'histoire de notre propre histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques.